Je restais immobile sur un lit douillet au milieu d'une spacieuse chambre principale dans un penthouse de luxe sur Park Avenue, à Manhattan. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre chacune de mes respirations faibles et difficiles. Cette maladie agressive avait drainé toute ma force vitale, me transformant d'une femme redoutable qui soutenait toute l'entreprise familiale en l'ombre mourante de moi-même. Ma vie n'était plus maintenue que par de coûteuses pilules importées que je devais prendre à l'heure chaque jour. Le vent d'hiver glacial traversant la ville de New York sifflait à travers les fentes des fenêtres en verre. Malgré le chauffage central, je sentais un froid glacial pénétrer chaque articulation et chaque vaisseau sanguin. Mon corps me faisait atrocement souffrir. Depuis 3 jours, je n'avais pas pu me lever seul ni même marcher jusqu'à la cuisine pour me préparer un simple verre d'eau chaude. J'ai fermé les yeux, essayant de l'empêcher de tourner face à la nausée qui me tordait l'estomac. Depuis le salon, j'entendais des éclats de rire et des bavardages bruyants qui brisaient le silence douloureux de cette chambre de malade. C'était la voix de ma belle-mère, Brenda, et de ma belle-sœur, Tiffany. Elles discutaient avec enthousiasme des robes qu'elles porteraient en se promenant sous la tour Eiffel à Paris, en France. Puis vint le bruit de roues de valises traînées sur le parquet. Mon mari, Gareth, venait de récupérer encore quelques affaires dans son bureau. Avec le reste de mes forces, j'ai tendu le bras et j'ai tapoté doucement un verre sur la table de nuit pour faire du bruit, espérant que quelqu'un entrerait. Quelques instants plus tard, la porte de la chambre s'est légèrement entr'ouverte. Gareth est entré. Il était déjà vêtu d'un costume élégant, exhalant une forte odeur de cologne. Il m'a regardé d'un œil froid, dénué de toute pitié ou sollicitude. J'ai chuchoté le nom de mon mari. Gareth, c'est l'heure de mes médicaments. S'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau chaude et le flacon de médicaments qui est sur la coiffeuse. Gareth a croisé les bras sur sa poitrine, laissant échapper un long soupir d'agacement. Il s'est plaint négligemment, tu es si fatigante. Toujours à réclamer des médicaments. Depuis combien de temps en prends-tu? On gaspille tellement d'argent, et il n'y a aucun signe d'amélioration. Reste là. Tu te lèveras pour les prendre toi-même plus tard. Toute la famille est occupée à se préparer pour l'aéroport. Personne n'a le temps de te servir constamment. J'étais stupéfaite, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler au coin de mes yeux. J'ai demandé à nouveau, la voix tremblante, « Qu'est-ce que tu dis? Où va la famille alors que je suis couché ainsi, malade? Qui va me faire mon bouillon? Qui va m'apporter mes médicaments ?» Brenda est entrée par la porte, suivie de Tiffany. Ma belle-mère a ricané, le regard plein de mépris en observant sa belle-fille qui s'amincissait de jour en jour à cause de la maladie. Elle a dit d'un ton hautain, « Nous partons en vacances en Europe. Les billets ont été réservés le mois dernier. Sous prétexte que tu es malade, devrions-nous tous annuler un voyage planifié si longtemps à l'avance? Tu es seul à la maison. Prends soin de toi. Si tu as faim, commande à manger sur Internet. Tes médicaments, prends-les toi-même. » Gareth a travaillé dur pour subvenir aux besoins de cette famille toute l'année. Il mérite de se reposer et de s'amuser lui aussi. En entendant ces paroles cruelles de la bouche de ma propre belle-mère, mon cœur s'est serré. La réalité était que, du penthouse de luxe qu'il habitait jusqu'à l'entreprise commerciale que Gareth dirigeait en tant que PDG, tout avait été construit avec mon argent et mon travail acharné. J'avais caché mon identité de fille d'une famille de conglomérats, endossant le rôle d'une épouse ordinaire et m'effaçant pour protéger la fierté de mon mari. Je lui avais confié le poste de PDG pour qu'il se sente fier devant ses proches et ses amis. NHNG maintenant que j'étais tombé malade, il me voyait comme un fardeau, une parasite inutile. Tiffany, la belle-sœur qui me flattait autrefois pour obtenir de l'argent de poche pour ses achats, s'est jointe à sa mère, « Repose-toi bien à la maison, d'accord? Nous ne serons partis que pendant environ 1 mois. Arrête d'être aussi dépendante de Gareth. Il est déjà épuisé par la pression du travail. » Ils sont tous retournés au salon, me laissant seul dans la chambre froide. J'ai fixé le plafond, les larmes coulant à flots, trempant l'oreiller. La cruauté de ces personnes que je considérais autrefois comme ma famille, que j'avais aimé et soigné de tout mon cœur, était désormais d'une clarté effrayante. Ils préparaient joyeusement un voyage luxueux, ignorant complètement le fait que sans soins appropriés et sans prise de médicaments à temps, je pouvais mourir. L'horloge affichait 23 heures. Il était temps pour la famille de Gareth de partir pour l'aéroport international JFK afin de prendre un vol tôt le matin. Dans la chambre, une douleur intense a commencé à me tenailler l'estomac parce que j'avais manqué l'heure de mes médicaments.
La douleur s'est propagée de mon estomac à ma poitrine, me laissant sans souffle. La sueur coulait sur mon visage, bien qu'il fât un froid d'hiver dehors. J'ai entendu les pas de Gareth approcher. J'espérais qu'en ces derniers instants avant son départ, sa conscience d'époux s'éveillerait. Qu'il laisserait une bouteille d'eau chaude et m'apporterait mes médicaments. Cependant, la réalité est toujours plus cruelle que ce que l'on peut imaginer. Gareth s'est approché de la coiffeuse où étaient posés mes médicaments coûteux, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'étaient les seuls remèdes capables de ralentir la progression de ma maladie, m'aidant à survivre jour après jour. Au lieu d'apporter les médicaments à sa femme, il a balayé tous les flacons de la table et les a froidement jetés dans la poubelle située dans le coin de la pièce. Le bruit des flacons en plastique heurtant le fond de la poubelle fut sec et net, éteignant la dernière lueur d'espoir dans mon cœur. J'ai paniqué, essayant de me lever, mais mon corps était complètement paralysé. J'ai hurlé de désespoir, « Qu'est-ce que tu fais, Gareth ? Tu essaies de me tuer ? Rends-moi mes médicaments. » Gareth s'est tourné vers moi, un sourire cruel et froid sur les lèvres. Il s'est approché du lit, s'est penché et a murmuré à mon oreille. Ces mots étaient aussi tranchants qu'un scalpel, « Arrête ta comédie, le médecin a dit que ta maladie est incurable. Vivre un jour de plus ne fera qu'ajouter à ta souffrance. Il vaut mieux que tu partes plus tôt pour te libérer et libérer cette famille. Ne t'inquiète pas. Après ton départ, je gérerai bien l'entreprise et je prendrai soin de maman et de Tiffany. Tous ces biens sont à moi maintenant. Ils n'ont plus rien à voir avec toi. » J'ai regardé avec horreur l'homme qui était mon mari depuis des années, horrifié par ses intentions monstrueuses. Il n'était pas seulement indifférent, mais cruel au point de vouloir me tuer lentement pour s'emparer de toute la richesse que j'avais bâtie à grand-peine. Sans me laisser le temps de réagir, Gareth a continué à enfoncer le couteau avec ces mots, « J'ai pris toutes tes cartes de crédit. J'ai aussi pris ton ordinateur portable et ton téléphone. Avant de partir, je vais couper l'électricité générale et fermer la vanne d'eau. Le code de la porte d'entrée, je l'ai changé cet après-midi. Profite du reste de ta vie seul dans cet appartement. Personne ne viendra t'aider. » Après avoir dit cela, il s'est retourné et est sorti. La porte de la chambre a claqué. Une minute plus tard, toutes les lumières du Penthouse se sont éteintes. Le système de chauffage a cessé de fonctionner. Le bruit d'une clé tournant dans la serrure depuis l'extérieur a signalé que ma belle famille était officiellement partie, me laissant piégé dans l'obscurité, le froid et la solitude. Je suis resté allongé là, mes larmes s'étant taries, remplacées par une haine grandissante. La cruauté de Gareth avait dépassé les limites de l'humanité. Il voulait que je meure de faim, de soif, et que je sois tourmenté par ma maladie dans ma propre maison. Il était convaincu que j'étais une femme sans famille, car j'avais toujours menti en prétendant que mes parents étaient pauvres dans ma ville natale et que j'avais perdu tout contact avec eux. Il n'avait aucune idée que derrière mon apparence fragile, je détenais le plus grand secret de ma vie. La pièce plongea dans une obscurité épaisse. Le froid commença à s'installer et la douleur physique s'intensifia. Je connaissais très bien mon état. Sans médicaments, sans eau, je ne tiendrais pas plus de 24 heures. Je ne pouvais pas mourir d'une mort aussi vaine et pathétique. Je devais vivre. Vivre pour démasquer ces ingrats. Vivre pour récupérer ce qui m'appartenait. Un puissant instinct de survie s'est activé. J'ai commencé à rassembler les derniers restes de mes forces, me mordant la lèvre pour trouver un moyen de me sauver. L'obscurité qui enveloppait cet appartement de luxe ressemblait désormais à une tombe froide. Mon corps brûlait d'une forte fièvre. Pourtant, mes mains et mes pieds étaient froids comme de la glace. Chaque douleur aiguë de mes organes internes me faisait me mordre la lèvre jusqu'au sang pour m'empêcher de m'évanouir. Je savais que si je fermais les yeux maintenant, je ne me réveillerais plus jamais. Gareth avait pris mon smartphone et mon ordinateur portable, coupant tous les moyens de communication habituels. Mas il ne s'était jamais douté de la prudence qui était devenue une seconde nature pour moi en tant que femme d'affaires. Sous le matelas, dans le coin le plus profond du lit en latex, j'avais caché un vieux téléphone portable basique d'urgence doté d'une batterie à très longue durée de vie, ainsi qu'une carte SIM jetable que je n'avais jamais utilisée publiquement. C'était une habitude de précaution datant de mes débuts dans les affaires, lorsque je m'inquiétais toujours des risques imprévus. Je n'aurais jamais pensé que cet objet que je considérais comme inutile deviendrait mon unique fil de sécurité entre la vie et la mort. J'ai incliné mon corps avec une grande difficulté, me déplaçant petit à petit sur le lit.
Chaque petit mouvement ressemblait à un millier d'aiguilles me perçant la peau. La sueur trempait mon pyjama. Il m'a fallu près d'une demi-heure pour atteindre le bord du lit, puis tâtonner sous le lourd matelas. Mes doigts tremblaient, raidis par le froid alors que je cherchais dans cet espace étroit. Finalement, j'ai touché la surface en plastique dur du téléphone. Après avoir réussi à le récupérer, j'ai ressenti une vague de soulagement. Son écran monochrome brillait faiblement dans l'obscurité. L'indicateur de batterie indiquait qu'elle était encore pleine. En voyant cette petite lumière, j'ai pleuré. Des larmes sont tombées sur l'écran. J'ai pris une profonde inspiration, composant un à un les chiffres qui étaient gravés dans ma mémoire. Un numéro que je n'avais pas osé appeler depuis des années. Le numéro de téléphone de mon père biologique, Monsieur Harrison Thorne. En vérité, je n'étais pas une femme orpheline ordinaire, comme le pensait la famille de Garrett. J'étais la fille perdue de vue de Harrison et Catherine Thorne, les fondateurs d'un célèbre conglomérat d'immobilier et de logistique mondiale. En raison de certains incidents et malentendus durant ma jeunesse, et pour protéger mon amour pur pour Garrett des jugements liés à nos statuts sociaux différents, j'avais choisi de vivre de manière indépendante et de cacher ma véritable identité. Mes parents étaient furieux, mais ils me protégeaient toujours secrètement de loin. J'avais utilisé mon fonds de fiducie personnel pour bâtir ma carrière, masquant mes traces à ma belle famille, et j'avais accepté de devenir une épouse soumise pour obtenir ce que je croyais être un amour familial sincère. Maintenant, au bord d'une mort planifiée par mon propre mari, je comprenais à quel point mon erreur avait été fatale. Le téléphone à l'autre bout a sonné 3 fois avant que l'on décroche. Même si c'était le milieu de la nuit, la voix profonde et autoritaire de mon père était claire, « Allô? Qui est à l'appareil? » « Papa, c'est moi, Alara, ta fille. »« Papa, aide-moi. » Ma voix était rauque, faible et brisée par la douleur. À l'autre bout, il y a eu un moment de silence, puis un grand fracas, comme si quelque chose était tombé et s'était brisé. J'ai entendu la voix paniquée de ma mère, « Catherine, c'était notre fille. »« Harrison, laisse-moi lui parler. » Mon père essayait de rester calme, mais sa voix avait changé sous l'effet de l'anxiété, « Alara, où es-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ta mère et moi sommes là. Explique-nous ton état maintenant. N'aie pas peur. Papa et maman sont là. » J'ai lutté contre la douleur et j'ai expliqué clairement ma situation, je suis gravement malade. Enfermé dans le penthouse de Manhattan par la famille de mon mari. L'électricité et l'eau sont coupées. Ils ont jeté tous mes médicaments et sont partis à l'étranger. Je ne peux plus marcher. Le code de la porte d'entrée a été changé. Papa, envoie quelqu'un pour enfoncer la porte et me sauver. S'il te plaît, dépêche-toi. Papa, j'ai tellement mal. Sans poser plus de questions, le tempérament décisif d'un président de conglomérat a immédiatement pris le dessus. Mon père a donné des ordres fermes, garde ton téléphone allumé. Ne raccroche pas. Ta mère et moi sommes en route. L'appel a pris fin. J'ai serré le téléphone contre moi. La pièce était toujours sombre et froide, mais une étincelle de chaleur s'était allumée dans mon cœur. Le lien familial est le sentiment le plus sacré. Il ne vous trahira ni ne vous abandonnera jamais dans vos moments les plus difficiles. J'ai fermé les yeux paisiblement, attendant que la lumière de la vie frappe à la porte. En même temps, j'ai enfoui cette rancœur profondément en moi, me jurant que je ferais payer le prix fort à ces ingrats. L'attente a semblé être une éternité, des siècles qui passaient. Le froid de la nuit new-yorkaise continuait de s'infiltrer dans mon corps affaibli. J'ai commencé à glisser dans un état de semi-conscience. De joyeux souvenirs d'enfance avec mon père et ma mère défilaient devant mes yeux, alternant avec le visage cruel de Garrett lorsqu'il jetait mes flacons de médicaments. Soudain, un grand bruit qui fit trembler tout le penthouse retentit depuis le salon. Le son assourdissant d'une cisaille à métaux brisa le silence, suivi par les pas précipités de personnes courant dans le couloir. Des lampes de poche surpuissantes ont balayé chaque recoin, chassant l'obscurité épaisse. La porte de ma chambre a été enfoncée. La lumière éblouissante m'a forcé à plisser les yeux. Dans le faisceau lumineux, j'ai vu une silhouette familière. Mon père, Harrison Thorne, un homme qui présentait toujours un visage autoritaire dans le monde des affaires, courait maintenant vers mon lit, le visage pâle et paniqué. Juste derrière lui se trouvait ma mère, Catherine, accompagnée d'une équipe médicale en blouse blanche transportant du matériel d'urgence. « Oh mon Dieu, ma fille !» s'est écriée ma mère en se précipitant pour enlacer mon corps froid et en pleurant hystériquement.
Ses larmes chaudes sont tombées sur ma joue, porteuses d'un amour infini. Mon père se tenait à mes côtés, sa grande main tremblante serrant la mienne avec force. Il s'est tourné et a crié à l'équipe médicale privée qu'il venait d'appeler d'urgence, vérifier ses fonctions vitales maintenant. Injectez-lui un stimulant cardiaque. Faites tout ce qu'il faut pour sauver la vie de ma fille. Le docteur Evans, notre médecin de famille depuis des années, s'est rapidement approché. Il a promptement vérifié mon pouls, mesuré ma tension artérielle et ordonné à une infirmière de poser immédiatement une perfusion. La patiente est en état de choc en raison d'un manque de médicaments vitaux et d'une grave hypothermie. Elle doit être transférée immédiatement à l'hôpital privé de la famille et placée en unité de soins intensifs. Avec des mouvements rapides et prudents, j'ai été enveloppé dans une couverture thermique épaisse et placé sur une civière d'urgence. Alors que l'équipe médicale me transportait hors du Pentouse, j'ai vu l'équipe de sécurité personnelle de mon père déjà en faction dans le couloir. Mon père s'est arrêté un instant au milieu du salon, regardant d'un œil inquiet cette maison froide, sans électricité et sans eau. Ses yeux brillaient d'une colère extraordinaire. Il a ordonné à son assistant debout à ses côtés, « Faites sécuriser cet appartement dans son état actuel. Rassemblez tous les enregistrements de vidéosurveillance de cet immeuble. » Comment ose-t-il faire une chose aussi cruelle à ma fille? Je leur montrerai ce que signifie être vivant tout en se sentant mort. Une ambulance spéciale a hurlé, brisant le silence de la nuit urbaine, filant vers le meilleur hôpital international de la ville. À l'intérieur de l'ambulance chaude, ma mère continuait de me tenir la main, caressant sans cesse mes cheveux trempés de sueur. Mon père était assis en silence dans le coin, les yeux rouges, retenant son chagrin et ses regrets. « Je suis désolé, papa. »« Maman » ai-je chuchoté à travers le masque à oxygène. Ma mère a rapidement posé son doigt sur mes lèvres, m'apaisant doucement, « Ne dis rien, ma chérie. Économise tes forces. Nous sommes presque arrivés. Papa et maman sont là. Plus personne ne peut te faire de mal. » Cette nuit-là, la bataille pour me ramener à la vie a été menée avec acharnement dans une salle d'urgence privée. Grâce aux équipements les plus modernes et aux médicaments les plus coûteux fournis par ma famille, mes battements cardiaques ont lentement commencé à se stabiliser. Après avoir dépassé la phase critique, je suis tombé dans un sommeil profond, sûr et paisible. Pour la première fois après des années passées en tant qu'épouse et belle-fille, j'ai ressenti ce que signifiait une véritable protection. L'ange de la mort avait frappé à ma porte. Masse l'étreinte de ma famille m'avait arraché à l'abîme. Je me suis réveillé alors que le chaud soleil du matin pénétrait par la grande fenêtre de la chambre VIP de l'hôpital. Une semaine s'était écoulée depuis cette nuit terrifiante. Ma santé s'était miraculeusement rétablie sous les soins intensifs de la meilleure équipe de médecins et de l'amour infini de mes parents. Chaque jour, on me servait les aliments les plus de nutriments, comme des bouillons d'os biologiques et des suppléments rares, combinés aux protocoles de traitement les plus avancés que mon père avait obtenus auprès de grands spécialistes. Ce matin-là, ma mère m'a apporté un bol de soupe de nouilles au poulet parfumé. Tout en me nourrissant, elle me racontait doucement des histoires légères pour me remonter le moral. Mon père est entré dans la pièce en tenant une tablette. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient toujours d'une grande vivacité. J'ai pris la tablette et j'ai fait défiler l'écran. Une série de notifications bancaires marquées d'un drapeau rouge remplissait ma boîte mail privée. À côté de cela, les pages de réseaux sociaux de Tiffany et Brenda étaient ouvertes. Tandis que je luttais pour ma vie chez moi, ma belle famille profitait d'une vie de luxe en Europe avec mon argent durement gagné. Sur sa page personnelle, Tiffany publiait continuellement des photos dans des endroits célèbres de Paris. Elle portait un somptueux manteau de fourrure, arborait un sac Chanel d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars et souriait pour une photo sous la tour Eiffel. Sa légende débordait de fierté, « La vie est courte. Il faut profiter du luxe que m'offre mon frère. » Brenda n'était pas en reste. Elle diffusait constamment des vidéos en direct sur les réseaux sociaux, se vantant auprès de ses proches restés au pays de dîner dans des restaurants étoilés Michelin en Italie et de séjourner dans des hôtels 5 étoiles extravagants. Dans l'espace commentaire, lorsqu'un proche s'est enquis de sa belle-fille malade à la maison, Brenda a négligemment tapé une réponse, « La vie et la mort sont écrites. Notre famille a fait de son mieux. Si cela ne marche pas, qui pouvons-nous? Nous serons bientôt de retour pour organiser les funérailles. C'est déjà bien suffisant. » À côté de ces photos glamour figurait un long relevé de carte de crédit. Gareth avait utilisé la carte de crédit supplémentaire associée au compte de mon entreprise pour faire des achats sans limite, une montre Rolex, des bijoux en diamant,
le paiement de suites d'hôtels de luxe et la location d'une décapotable pour rouler le long de la côte. En un peu plus de 2 mois, le montant de leurs dépenses avait dépassé les 500 000 $. En voyant ces chiffres défiler sur l'écran, mon cœur n'a plus ressenti ni douleur ni désespoir, mais un calme effrayant. Le chagrin s'était figé, se cristallisant en une volonté forte comme l'acier. Ils pensaient que j'étais en train de pourrir chez moi, se préparant à planifier une fête de célébration et à toucher l'héritage. Ils avaient traité ma vie comme un déchet, utilisant mon argent pour satisfaire leur cupidité sans limite. Mon père a pris la parole, brisant le silence. Quel est ton plan pour gérer cela? Si tu veux, je peux immédiatement bloquer toutes leurs cartes de crédit à l'étranger, les laissant à la rue dès maintenant. J'ai secoué la tête et j'ai posé la tablette sur la table. Ma voix était douce mais ferme. Ce n'est pas nécessaire, papa. Tu voulais appeler le FBI et les faire arrêter pour tentative de meurtre dès maintenant, mais aller en prison aujourd'hui est trop facile pour eux. Laisse-les se faire plaisir autant qu'ils le veulent. Laisse-les voler aussi haut qu'ils le peuvent dans leur illusion de richesse. Je veux qu'ils profitent pleinement de leurs 74 jours de vacances comme prévu. Pendant ce temps, je me rétablirai complètement, je récupérerai tous les documents juridiques, je transférerai la propriété des biens et je révoquerai son poste de PDG à l'entreprise. Je veux qu'ils fassent face à leur pire cauchemar au moment même où ils franchiront cette porte avec leurs valises. Je vais tout reprendre, pas un centime de moins, et je leur ferai ressentir ce que c'est de tout perdre en un instant. Mon père a souri de satisfaction. Il m'a caressé la tête, les yeux pleins de fierté. Très bien. C'est bien ma fille. Pour l'entreprise et les documents juridiques, l'équipe juridique du groupe va t'aider à tout gérer. Tu as juste besoin de te concentrer sur ton rétablissement. Au cours des jours suivants, tout en suivant mon traitement, j'ai secrètement tissé un filet géant. Les 74 jours d'extravagance de la famille de Garrett à l'étranger ont également été mes 74 jours de transformation, me débarrassant de toute faiblesse et soumission pour redevenir moi-même. Une femme forte, prête à affronter et à nettoyer les déchets de ma vie. L'histoire de la vengeance ne faisait que commencer. Le temps a passé à toute allure. Ces 74 jours ont ressemblé à un long rêve mêlé de diverses émotions. Les premiers jours dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital international, j'ai dû endurer d'atroces douleurs physiques. Les antibiotiques puissants et les protocoles de traitement me laissaient extrêmement faible. Mais chaque fois que j'ouvrais les yeux et voyais le regard inquiet de mon père et le sourire encourageant de ma mère, je me disais que je ne pouvais pas abandonner. Je devais vivre, non seulement pour moi-même, mais pour les personnes qui m'aimaient inconditionnellement. Au 30e jour, mon corps a commencé à montrer des signes d'amélioration significatifs. Je pouvais sortir du lit seul et me promener dans le jardin verdoyant de l'hôpital. Les repas nutritifs spécialement conçus par un nutritionniste, combinés aux traitements médicaux de pointe que mon père avait obtenus auprès des meilleurs spécialistes, m'ont aidé à reprendre du poids. Ma peau pâle et terne avait retrouvé ses couleurs. Mes cheveux, desséchés par la dénutrition, devenaient lentement brillants et doux. Debout devant le grand miroir de la salle de bain, je ne reconnaissais presque pas la femme squelettique et frêle d'il y a un mois. À la place, je voyais un visage radieux, un regard ferme et une attitude exceptionnellement calme. Pendant ma convalescence, mes parents n'ont jamais mentionné ma belle famille pour ne pas me charger. Mais je savais très bien que pour éradiquer leur malveillance, je ne pouvais pas compter uniquement sur les larmes ou la haine. J'avais besoin de la loi et de calculs minutieux. J'ai demandé à mon père l'autorisation de rencontrer l'équipe juridique privée du groupe. Monsieur Davenport, le chef du service juridique fort de plus de 20 ans d'expérience, est venu personnellement à l'hôpital pour travailler avec moi chaque après-midi. Nous avons passé en revue tous les documents relatifs aux biens. Le Penthouse de luxe à Manhattan, où j'avais failli perdre la vie, était une propriété que j'avais achetée avant le mariage en utilisant les fonds de ma fiducie familiale. L'acte de propriété ne portait que mon nom. Garrett n'avait absolument aucun droit dessus. Quant à l'entreprise commerciale, je l'avais fondée avec mon propre capital. Mas parce que je voulais protéger la fierté de Garrett devant ses proches, j'avais utilisé mes droits de vote majoritaires pour le nommer directeur général, tandis que je m'étais effacé pour n'être qu'une simple coordinatrice logistique. Monsieur Davenport a soigneusement feuilleté chaque page des dossiers, analysant clairement, Mademoiselle Thorne, légalement, vous détenez 95% des parts de l'entreprise. Monsieur Garrett n'est qu'un PDG nommé par votre vote majoritaire. À tout moment, vous pouvez tenir un conseil d'administration pour résilier unilatéralement son contrat de travail et révoquer son poste sans avoir besoin de son consentement.
Les cartes de crédit qu'il a utilisées pour faire des folies à l'étranger sont également des cartes supplémentaires directement liées à votre compte personnel. Nous avons également découvert qu'il avait dilapidé l'intégralité de son salaire de PDG dans des investissements secrets risqués au fil des ans, laissant ses comptes personnels complètement vides. En entendant cela, j'ai souri sardoniquement. Un sourire amer pour ma folie passée, mais aussi un sourire victorieux pour le jeu qui se préparait. J'ai demandé à Monsieur Davenport de préparer immédiatement tous les documents juridiques nécessaires. Premièrement, une lettre de licenciement pour Garrett de son poste de PDG. Deuxièmement, la révocation de tous ses pouvoirs juridiques au sein de l'entreprise. Troisièmement, les préparatifs d'un ordre de gel des comptes joints et des cartes de crédit supplémentaires, n'attendant que mon signal pour être exécuté. Toutes les procédures de transfert de nom et de sécurisation juridique des biens ont été menées secrètement avec l'aide des avocats et du vaste réseau de ma famille. Tandis que j'étais occupé par les chiffres, les contrats et les clauses juridiques de l'autre côté du monde, la famille de Garrett était toujours perdue dans son rêve de fausse richesse. Ils continuaient de publier régulièrement des photos de leurs fêtes et de leurs virées shopping de luxe en Europe. Ils dépensaient l'argent gagné à la sueur de mon front avec la mentalité d'héritier en puissance qui allait bientôt toucher une immense fortune laissée par une personne décédée. Le contraste entre mon calme froid et calculé ici, et leur bêtise et leur cupidité là-bas rendait le filet que je lançais encore plus parfait. Au 70e jour, le médecin-chef a officiellement déclaré que je m'étais miraculeusement rétabli. Tous les indicateurs vitaux et les résultats des examens de laboratoire étaient à des niveaux idéaux. La maladie était complètement en rémission grâce au nouveau traitement. J'ai demandé à mes parents l'autorisation de quitter l'hôpital et de retourner aux Pentouzes à Manhattan pour préparer le meilleur chapitre de ma vie. Mon père a accepté, mais il a insisté pour m'attribuer l'équipe de sécurité la plus élitiste du groupe, dirigée par Marcus, un ancien soldat des forces spéciales à la carrure imposante et aux compétences de combat avancées, pour m'escorter. Je suis retourné dans cette maison familière. L'endroit avait été nettoyé, désinfecté, et tous les meubles endommagés avaient été remplacés par les gens de mon père. L'atmosphère sombre et déprimante d'autrefois s'était évanouie, remplacée par le doux parfum de l'huile essentielle de cannelle. J'ai soigneusement choisi une robe de soie bordeaux associée à un élégant châle de fourrure. Je me suis assise à la coiffeuse, appliquant méticuleusement du rouge à lèvres et de la poudre. Le reflet dans le miroir était celui d'une femme forte, élégante, ne montrant aucune trace de faiblesse. Je me suis rendu au salon, je me suis assise sur le canapé douillet, savourant une tasse de thé d'herbe de première qualité. Autour de moi, 4 gardes du corps en costume noir et lunettes de soleil se tenaient immobiles aux 4 coins de la pièce. Tout était prêt. Le piège était tendu, attendant simplement que la proie cupide s'y jette. Ma transformation au cours de ces 74 jours n'était pas seulement une renaissance physique, mais aussi la renaissance d'une âme forte résolue à obtenir justice pour elle-même. L'horloge a sonné 15 heures. Selon les informations fournies par l'équipe de mon père, le vol en provenance d'Europe transportant la famille de Garrett avait atterri il y a 2 heures. En ce moment même, ils devaient être occupés à charger leurs valises pleines d'articles de luxe dans un taxi pour retourner aux Pentouzes. Mon cœur battait avec un calme profond, sans la moindre trace de peur ou d'anxiété. L'atmosphère dans le salon était si paisible que l'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale. J'ai bu une gorgée de thé, savourant sa délicate douceur. Marcus, le capitaine de l'équipe de sécurité, se tenait à 1 mètre de moi, sa posture solide comme une forteresse. Les 3 autres gardes se tenaient en position d'alerte, les yeux fixés sur la lourde porte en bois. Tout dans cette maison exhalait une aura de pouvoir et de froid perçant. Depuis le couloir extérieur, le bruit de valises à roulettes se fit plus net, ponctué par les rires joyeux et les bavardages légers de Garrett et de sa famille. L'insonorisation de l'appartement était excellente, mais parce qu'il parlait si fort, cherchant délibérément à se montrer devant les voisins, je pouvais encore entendre clairement chaque mot depuis l'intérieur. La voix de Brenda était criarde, pleine de satisfaction. « Garrett, fais attention à mon nouveau sac. C'est une édition limitée, il a coûté une fortune. La moindre égratignure me briserait le cœur. Une fois à la maison, repose-toi un peu, puis ouvre ton ordinateur portable. Trouve un bon numéro de service funéraire. Le corps d'Alara doit commencer à sentir mauvais maintenant. Il nous faudra aussi engager une équipe de désinfection professionnelle, pour que ma belle maison ne pue pas. » Tiffany a enchaîné avec enthousiasme. « C'est vrai, Garrett. Après les funérailles, n'oublie pas d'appeler l'avocat pour faire transférer immédiatement l'acte de propriété de ce Penthouse.
La direction de l'entreprise doit aussi être changée. J'ai repéré une jolie voiture de sport rose. Une fois que nous en aurons fini avec les affaires d'Alara, tu devras me l'acheter, d'accord? Garrett a ri avec satisfaction, le rire de quelqu'un convaincu d'avoir gagné la partie. Maman, Tiffany, détendez-vous. Tout sera pris en charge. Les documents sont en place, le processus d'héritage sera donc rapide. Tout l'argent de cette maison est à nous maintenant. Vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Maintenant, préparez-vous à vous boucher le nez. J'ouvre la porte. J'ai entendu le bip du clavier de la serrure intelligente à l'extérieur. Garrett saisissait le code d'accès. Il n'avait aucune idée que la nuit où j'avais été transporté aux urgences, mon père avait ordonné à ses hommes de démonter l'ancienne serrure et d'installer un nouveau système de sécurité. Restaurant parfaitement la lourde porte en bois pour qu'elle soit identique à ce qu'elle était avant leur départ. Un signal d'erreur a retenti. Garrett a marmonné de frustration, bizarre. Le code est faux. Je l'ai pourtant changé pour la date d'anniversaire de Tiffany avant que nous ne partions pour l'aéroport. Brenda a grogné, réessaie. Tu as peut-être appuyé sur le mauvais chiffre. Ce long voyage est épuisant. Je veux juste entrer et me reposer. Garrett a essayé une deuxième fois et le même son d'erreur a retenti. À l'intérieur, j'ai fait un signe à Marcus. Il a hoché la tête, s'est dirigé calmement vers la porte principale, a tourné le verrou de l'intérieur et a brusquement ouvert la porte. La porte en bois s'est ouverte d'un coup, et la lumière du couloir s'est engouffrée à l'intérieur, éclairant directement les trois visages fatigués et agacés. Et puis, en une fraction de seconde, toute expression sur leur visage s'est figée. Le sourire satisfait sur les lèvres de Garrett s'est évanoui instantanément, remplacé par des yeux écarquillés, comme si ses globes oculaires allaient sortir de leurs orbites. La mâchoire de Brenda est tombée, et le sac de luxe qu'elle tenait à la main s'est écrasé au sol dans un bruit sourd. Tiffany a reculé d'un pas, trébuchant sur une grande valise et manquant de tomber. Devant eux ne se trouvait pas une maison sombre et en désordre avec l'odeur fétide d'un cadavre en décomposition. Ils se tenaient devant un salon baigné de soleil, imprégné de l'arôme apaisant des huiles essentielles. Et au milieu de la pièce, sur un canapé coûteux, j'étais assise. Je portais une robe de soie rouge éclatante, exhalant une aura de grâce et de pouvoir, telle une reine accueillant des traîtres. Autour de moi, 4 hommes grands et musclés en costume noir les fixaient avec des regards aussi tranchants que des couteaux. J'ai lentement posé ma tasse de thé sur la table en verre et j'ai souri faiblement. Mon sourire était très amical, mais il a fait chuter considérablement la température ambiante. J'ai dit d'une voix douce et claire, « Comment se sont passées vos vacances en Europe? Vous êtes de retour plus tôt que je ne le pensais. Pourquoi restez-vous là comme des statues? Entrez. » La porte est ouverte. Aucun des trois ne put prononcer un mot. Ils étaient comme des statues de pierre figées sur place. La réalité sous leurs yeux était trop irréelle, trop terrifiante par rapport à ce qu'ils avaient imaginé. Durant les 74 derniers jours, la femme qu'ils croyaient morte de faim et de soif dans l'obscurité était là, parfaitement saine, éblouissante et contrôlant pleinement cette maison. Ce choc mortel fut le premier cadeau que je leur fis le jour de leur retour. Un silence étouffant enveloppa tout le salon. Brenda fut la première à se remettre de son choc. Sa nature autoritaire et habituellement mégère a rapidement pris le dessus sur sa peur. Elle est entrée d'un pas altier, a pointé son doigt directement vers mon visage et a hurlé d'une voix criarde, « Alara, tu n'es pas morte. Si tu n'es pas morte, pourquoi as-tu osé changer le code de la porte? Et qui sont ces voyous? Profiter de l'absence de ton mari pour amener d'autres hommes à la maison pour t'amuser. Tu es une femme vraiment sans vergogne. Tu déshonores le nom de ma famille. » En voyant sa mère prendre la parole, Garrett a rapidement repris courage. Il s'est précipité à l'intérieur, feignant d'être un mari modèle trahi, et a crié d'un ton exigeant, « Maman a raison. Explique-moi tout cela. Que as-tu fait à la maison pendant ces 74 jours? Pourquoi ces gardes du corps sont-ils ici? Ne pense pas que simplement parce que tu étais malade, tu peux faire tout ce que tu veux. Les règles de cette maison ne te permettent pas d'agir de manière aussi téméraire. » Tiffany, cachée derrière sa mère et son frère, s'est jointe à eux avec un ricanement, elle a dû simuler sa grave maladie pour nous inciter à partir. Ensuite, elle a fait la fête avec des hommes loués à la maison. Regardez sa robe de soie et son maquillage lourd. Ses vraies couleurs apparaissent enfin. Je suis resté assise tranquillement sur le canapé, les laissant proférer leurs accusations et leurs calomnies.
Leur comédie ridicule ne faisait que souligner leur impudence et leur nature corrompue. Je me suis levé lentement, lissant ma robe de soie avec une attitude très calme. Marcus a fait un demi-pas en avant, ayant l'intention d'intervenir pour me protéger de ses insultes, mais je lui ai fait signe de s'arrêter. Je me suis dirigé vers la table basse en bois massif, j'ai pris une pile épaisse de documents reliés. Je me suis avancé lentement vers Garrett et sa famille. Mon regard était froid, balayant chaque visage qui essayait de paraître arrogant. « Avez-vous fini de parler ? Si oui, ouvrez grand les yeux et regardez ceci. » Après avoir dit cela, j'ai jeté la pile de documents sur la poitrine de Garrett. La force a suffi à faire s'éparpiller les dossiers et à les faire tomber au sol. Les papiers remplis de chiffres se sont étalés à leurs pieds. C'étaient les copies des rapports de transaction de leurs cartes de crédit durant leurs 74 jours à l'étranger. Brenda et Garrett ont baissé les yeux vers eux, et leurs expressions ont commencé à changer. J'ai dit d'une voix forte et claire, énumérant chaque dépense que j'avais mémorisée, le 15 du mois dernier, Garrett a débité $20 000 sur la carte pour acheter une montre Rolex en Italie. À ce moment-là, je subissais une réanimation d'urgence pour un arrêt cardiaque aux urgences. Le 22, Tiffany a débité la carte pour 3 sacs Chanel à Paris pour un montant de $15 000. Ce même jour, on a dû m'injecter un médicament vital coûtant $2 000 simplement pour me maintenir en vie. Le 5 de ce mois, Brenda a dépensé $3 000 pour un dîner dans un restaurant étoilé Michelin et a acheté des cosmétiques de luxe. Pendant ce temps, sa belle-fille apprenait à marcher de nouveau à partir de zéro parce que ses muscles s'étaient atrophiés à force de rester alités trop longtemps. Brenda a tremblé et a bégayé, « Tu racontes n'importe quoi. Qui a conspiré pour te tuer ?» Les médicaments ont été accidentellement renversés par Garrett. L'électricité et l'eau ont été coupées à cause d'un problème de la compagnie d'électricité. Ne nous calomnie pas. Le visage de Garrett était livide. Il comprenait que non seulement je savais tout, mais que j'avais aussi des preuves solides. Et a tenté de changer de tactique, adoucissant sa voix, feignant le regret, « Alara, tu as mal compris. Nous sommes partis en vacances parce que les billets étaient déjà réservés et ne pouvaient pas être annulés. Quant à la maison, je pensais que tu pourrais appeler quelqu'un pour t'aider. Regarde, tu vas beaucoup mieux maintenant. Nous sommes mari et femme. Réglons cela pacifiquement. » J'ai éclaté de rire, un rire amer qui a résonné dans la pièce, « Réglons cela pacifiquement. Tu ne mérites pas de me dire cela. Toutes vos actions ignobles ont été enregistrées. Depuis le moment où tu as jeté les flacons de médicaments dans la poubelle, fermé la vanne d'eau jusqu'au moment où tu as coupé le disjoncteur général, tout a été clairement enregistré par les caméras de sécurité intelligentes intérieures du Pentouse. N'essaie même pas de nier. Vos vrais visages ont été exposés. Ma patience et mon amour pour cette famille sont morts avec moi lors de cette nuit froide. Celle qui se tient devant vous maintenant est la seule véritable propriétaire de tous les biens que vous convoitez. Les preuves irréfutables et ma déclaration ferme furent comme de l'eau glacée jetée sur Garrett et sa famille. Leur arrogance et leur fierté se s'évanouirent, remplacées par une panique extrême. Ils se sont regardés les uns les autres, puis ont observé les relevés bancaires éparpillés sur le sol. Enfin, ils ont regardé les 4 grands gardes du corps qui se tenaient prêts. Tiffany, la belle-sœur gâtée, n'a pas pu supporter la pression et a éclaté en sanglots hystériques. Elle a serré son sac de luxe contre elle et a gémi, « Je ne savais rien. » Jeter les médicaments et couper l'électricité, c'était le plan de Garrett et de maman. Je les ai juste accompagnés pour le voyage. Pardonne-moi, Alara. Je ne veux pas être mêlé à cela. En entendant les paroles de sa fille, Brenda lui a jeté un regard furieux, mais elle-même tremblait trop pour tenir debout. Son attitude a changé en un éclair. Elle a fait un pas en avant, s'apprêtant à me saisir la main. Son ton est devenu suppliant, « Ma chère belle-fille, je sais que j'ai eu tort. » C'était de l'irréfléchi de la part de Garrett. Je suis vieille et j'ai des absences. Je n'ai pas su lui donner les bons conseils. Je suis désolé, ma chérie. S'il te plaît, pardonne à notre famille cette fois-ci. Nous sommes toujours de la même famille après tout. Garrett s'est également précipité vers l'avant, montrant un profond remords. Et a levé les 2 mains et a juré, « Alara, j'ai eu tort. C'est comme si j'avais été possédé par un démon pour faire ces choses terribles. Je sais que tu m'aimes encore. Nous avons été ensemble pendant tant d'années. Notre lien de mariage est fort. Donne-moi une chance de me rattraper. Je promets de te rendre heureuse pour le reste de ma vie.
S'il te plaît, ne donne pas d'ampleur à cette affaire. En voyant ces 3 personnes jouer la comédie devant moi, j'ai eu la nausée. Leur hypocrisie et leur lâcheté dépassaient de loin mon imagination. Ils étaient prêts à s'accuser mutuellement, prêts à s'agenouiller et à implorer la pitié dès que leurs intérêts étaient menacés. Il n'y avait aucune sincérité ni véritable remords. Ils utilisaient le lien du mariage comme un bouclier, mais ils oubliaient que c'était eux qui l'avaient enterré vivant. Je me suis dégagé froidement de la main de Brenda, reculant pour éviter son contact. J'ai regardé Gareth droit dans les yeux. Ma voix était ferme, dénuée d'émotion, les liens familiaux. Je suis désolé, mais tout cela a pris fin la nuit où tu as jeté mes médicaments vitaux à la poubelle. Je vous ai donné 74 jours pour profiter des derniers instants de votre vie luxueuse. Considérez cela comme mon dernier geste de bonté. Maintenant, ce rêve est terminé. Bienvenue à la réalité. Après cela, je me suis tourné vers Marcus, j'ai hoché la tête et j'ai donné un ordre ferme, Marcus, faites votre travail. Sortez ces personnes indésirables de chez moi immédiatement. L'ordre était donné. Les 4 gardes du corps ont agi sur le champ avec une force professionnelle et décisive. Ils se sont déployés dans 3 directions, maîtrisant Gareth et sa famille. Marcus a saisi le haut du bras de Gareth. Sa poigne vigoureuse a fait grimacer Gareth de douleur, le rendant incapable de résister. Un autre garde a bloqué les bras de Brenda, tandis qu'un 3e s'occupait de Tiffany. Brenda a hurlé hystériquement, se débattant comme une folle, « Lâchez-moi. Je suis sa belle-mère. J'ai le droit de vivre dans cette maison. Espèce de belle-fille ingrate. Comment oses-tu mettre ta belle-mère à la porte? Tu seras maudite. » Gareth a essayé de se défendre, criant, « Alara, tu es folle. Tu veux mettre ton propre mari à la porte? C'est notre maison à tous les deux. » J'ai gardé les bras croisés, répondant calmement, « Tu te trompes. Ce pantouse est à mon nom seul. Acheté avec mon propre argent avant notre mariage. Tu n'as pas le moindre droit dessus. Dehors. » Les 3 gardes ont traîné Gareth et sa famille à l'extérieur sans dire un mot, par la force. Leurs débats furent vains face à la force physique et à la technique des gardes professionnels. Ils ont été poussés rudement dans le couloir extérieur. Ensuite, le 4e garde a rapidement saisi toutes les valises de luxe qu'il venait d'apporter et les a jetées dehors. Les lourdes valises ont heurté les murs du couloir dans un grand fracas. Tiffany a poussé un cri, rampant sur le sol pour ramasser son sac à main tombé. Gareth et Brenda se sont relevés avec peine, leurs vêtements en désordre, leurs visages pâles de honte. Je me suis avancé sur le seuil, regardant de haut les personnes affalées à mes pieds, et j'ai lancé un dernier avertissement, à partir de cet instant, vous n'avez plus aucune relation avec moi. Ce pantouse vous est à jamais interdit. Si vous osez revenir ici et causer des ennuis, je signalerai votre présence à la police pour violation de domicile. Soyez prêts à en assumer les conséquences. Après cela, j'ai reculé et j'ai claqué la porte en bois. Le bruit violent a coupé net les cris et les insultes de l'extérieur. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application domotique, j'ai immédiatement supprimé toutes les anciennes empreintes digitales et j'ai changé le code d'accès pour un code plus complexe. Enfin, la maison était à nouveau calme et propre. La première étape de ce nettoyage était accomplie. Mais ce n'était que le début de la destruction totale de leur famille. Le lendemain matin, New York a été accueilli par un rare soleil chaud au milieu de l'hiver. Je me suis réveillé tôt, me sentant ragaillardi et pleine d'énergie. Après une nuit de sommeil profond sans cauchemar, j'ai enfilé une tenue de travail soignée, un chemisier en soie blanche associé à une jupe crayon noire et un élégant manteau long. Il était temps pour moi de nettoyer le désordre que Gareth avait laissé à l'entreprise et de couper toutes leurs sources financières. Escorté par l'équipe de sécurité, ma première destination a été le siège de la plus grande banque de la ville. En tant que cliente privée de premier plan, j'ai été accueilli directement par le directeur de l'agence dans un salon VIP. J'ai posé mes documents d'identité et mon livret de famille sur la table, donnant des instructions fermes pour geler tous les soldes des 2 comptes joints que je partageais avec Gareth. De plus, j'ai demandé le blocage permanent de toutes les cartes de crédit supplémentaires au nom de Gareth, Tiffany et Brenda, qui étaient liées au compte de mon entreprise. Tous les dépôts à terme à mon nom devaient également être transférés vers un nouveau compte sécurisé accessible par moi seul. Le personnel de la banque a travaillé très rapidement. En 15 minutes, une série de messages de confirmation est privée sur mon téléphone.
Tous les flux financiers qui soutenaient le mode de vie somptueux de Gareth et de sa famille avaient été officiellement coupés. Désormais, il ne pouvait plus retirer un seul centime de mes avoirs. En quittant la banque, nous nous sommes rendus directement au bureau de l'entreprise commerciale que j'avais fondée. L'immeuble de bureau de classe a se dressé majestueusement dans le quartier d'affaires central et animé. Cela faisait longtemps que je n'étais pas revenu dans cet endroit, non pas en tant que modeste responsable d'entrepôt, mais en tant qu'autorité suprême. Je suis entré dans le hall principal avec une présence confiante et imposante. La réceptionniste et les chefs de service qui m'ont vu avaient l'air choqués et troublés. Je me suis dirigé directement vers la grande salle de conférence et j'ai demandé au directeur des ressources humaines et au chef comptable de tenir immédiatement une réunion d'urgence. Là, j'ai présenté la preuve de ma détention de 95% des parts de l'entreprise, ainsi que la résolution d'urgence du conseil d'administration et la décision de licencier Gareth de ses fonctions de PDG avec effet immédiat. Toutes les procédures administratives et juridiques auprès des ministères concernés avaient été complétées par mon avocat au préalable. L'heure était simplement venue pour l'annonce officielle. Vers 10 heures du matin, Gareth s'est enfin présenté au bureau. Il portait le costume voyant qu'il avait acheté en Italie, entrant d'un pas fier comme s'il était toujours le PDG, sans se douter un instant que la tempête était déjà privée. Alors qu'il s'apprêtait à franchir les portes coulissantes en verre, 2 agents de sécurité lui ont bloqué le passage. « Je suis désolé, monsieur Gareth. Vous n'êtes pas autorisé à entrer. » Gareth a lancé un regard noir et a répliqué sèchement, « Êtes-vous aveugle ? Je suis le PDG de cette entreprise. Qui vous a donné la permission de me bloquer ? Poussez-vous. » C'est alors que le directeur des ressources humaines est sorti, portant un petit carton contenant les quelques effets personnels que Gareth avait laissés sur son bureau, ainsi qu'une lettre de l'un de ses licenciements marquée d'un tampon rouge. Le directeur a froidement remis le carton à Gareth et a dit, « Monsieur, conformément à la décision du conseil d'administration et de l'actionnaire majoritaire, Mademoiselle Thorne, vous avez été officiellement licencié de vos fonctions de PDG à compter de ce matin. Vous ne faites plus partie du personnel de cette entreprise. Veuillez prendre vos effets personnels et quitter les lieux. » Gareth s'est figé, la main tremblante en recevant la lettre de licenciement. Au même moment, le téléphone dans sa poche a sonné bruyamment. C'était Tiffany, sa voix à l'autre bout du fil paniquée et en larmes, « Gareth, aide-moi. Je prends un café avec des amis dans un restaurant 5 étoiles. Au moment de payer, le caissier a dit que ma carte était bloquée. J'ai essayé d'utiliser une autre carte pour faire du shopping dans le centre commercial, mais elle a également été refusée. Je n'ai pas d'argent liquide sur moi. Mes amis se moquent de moi ici. Vérifie ton compte, Gareth. » Gareth a frénétiquement ouvert l'application bancaire sur son téléphone. L'écran affichait uniquement une notification rouge, compte gelé à la demande du titulaire principal. Toutes les transactions sont refusées. Il est resté là, pétrifié, au milieu du hall de l'immeuble. Le carton dans sa main est tombé, éparpillant son contenu. Toute l'arrogance bâtie sur son statut de parasite venait de voler en éclats. En moins de 24 heures, après avoir vécu dans l'opulence, Gareth et sa famille avaient été dépouillés de tout luxe, se retrouvant officiellement sans le sou face à la dure réalité de la vie. Ma punition économique totale avait porté un coup fatal, ouvrant un nouveau chapitre de souffrance pour ces ingrats. Expulsé du magnifique immeuble de bureau, Gareth marchait d'un pas abattu sur le trottoir, serrant le carton contenant ses quelques affaires dérisoires. Le vent glacial de l'hiver transperçait sa fine veste de costume, le faisant frissonner. Dans sa poche, son téléphone n'arrêtait pas de sonner, affichant les appels de sa mère et de sa sœur. Il a répondu d'une voix lasse, les informant que tous les comptes étaient bloqués et qu'il venait d'être licencié. À l'autre bout, le bruit des pleurs de Tiffany et des lamentations de Brenda était assourdissant. Tous les trois se sont retrouvés dans un restaurant bon marché situé dans une ruelle étroite. En contraste saisissant avec leur apparence glamour à la descente de l'avion, ils avaient l'air totalement miteux. Leurs valises de luxe éraflées gisaient sur le sol poussiéreux. Les yeux de Tiffany étaient gonflés d'avoir pleuré, son maquillage étalé. Brenda était affalée sur une chaise en plastique, le visage figé par une panique extrême. Gareth a fouillé toutes ses poches, et la monnaie qu'il a rassemblée ne s'élevait qu'à environ $50. Cette somme n'était même pas suffisante pour louer un taxi afin de transporter leurs bagages, encore moins pour trouver un endroit où loger. À la nuit tombée, le froid de New York a commencé à se faire piquant. N'ayant pas d'autre choix, Gareth a été contraint de gager une partie des articles de luxe qu'il venait d'acheter.
Il a pris le sac Chanel de Tiffany et a retiré la montre Rolex de son poignet. Cependant, sans certificat d'authenticité et se trouvant dans une situation désespérée, le prêteur sur gage ne les a rachetés qu'à un prix dérisoire, moins d'un quart de leur valeur d'origine. Tenant sa liasse de billets, Garrett a goûté à l'amertume de la réalité. Ces articles de luxe, dépourvus de l'aura de la richesse, n'étaient que des objets sans vie incapables de les sauver. Avec le peu d'argent qu'ils possédaient, tous les trois ont trouvé une chambre bon marché dans un motel bondé et délabré. La chambre était humide, exiguë, avec des murs décrépits et une odeur de moisi. Il n'y avait pas de lit douillet ni de chauffage, seulement un cadre de lit en bois bancal et une couverture usée et fine. Brenda a versé des larmes. Pas plus tard qu'hier, elle dormait dans un hôtel 5 étoiles. Maintenant, elle devait s'entasser dans ce lieu sordide. Leur premier dîner s'est résumé à 3 bols de nouilles instantanées préparées avec de l'eau chaude empruntée aux propriétaires du motel. Leurs estomacs étaient vides, mais personne n'avait d'appétit. L'épuisement, la déception et la peur de l'avenir commençaient à ronger leur fragile lien familial. Le jeu des reproches a commencé. Brenda a jeté sa fourchette en plastique, a pointé du doigt le visage de Garrett et l'a réprimandé, « Tout est de ta faute. Tu es son mari, mais tu es un imbécile. Laissez ta femme tout contrôler. Maintenant, nous avons tout perdu. Pourquoi as-tu dit que tout était sous ton contrôle? Tu as dit que l'héritage serait bientôt à toi. Regarde-nous maintenant. Ta vieille mère doit souffrir avec toi. » Garrett ne s'est pas laissé faire. Il a crié en retour sur sa mère, « J'ai fait tout cela pour la famille aussi. Quand j'ai débité la carte pour vous acheter des sacs et des montres à toi et à Tiffany, as-tu protesté? Tu as juste ri de bonheur. Maintenant qu'il y a un problème, pourquoi toute la faute retombe-t-elle sur moi? » Tiffany, entendant la dispute, s'est montrée encore plus bouleversée. Elle a projeté son bol de nouilles sur le sol et s'est mise à pleurer bruyamment, « Arrêtez. Se disputer ne résoudra rien. Je ne peux plus vivre dans cet endroit immonde. Demain, Garrett, tu dois aller au bureau pour voir. Demande qu'on nous rende notre argent. Demande au moins l'argent pour mes frais de scolarité. Sinon, je vais devoir abandonner l'université. » Dans cette chambre de motel froide, les cris et les pleurs se mêlaient, créant une atmosphère misérable. Après seulement une nuit de privation, leurs tempéraments égoïstes et gâtés s'affichaient pleinement. Ils ne réfléchissaient absolument pas aux crimes qu'ils avaient commis contre moi, s'efforçant uniquement de rejeter la faute les uns sur les autres pour la perte de leurs intérêts personnels. Cette souffrance n'était que le début du châtiment moral auquel ils allaient devoir faire face. Le lendemain matin, à mon arrivée au bureau, mon assistante s'est précipitée, paniquée. Dans le hall du rez-de-chaussée, Garrett et sa famille provoquaient un scandale, attirant l'attention de nombreux employés et visiteurs. Par désespoir, ils avaient décidé de créer un mélodrame, espérant que la pression publique me forcerait à céder et à leur donner de l'argent. À travers l'écran de vidéosurveillance connecté à mon bureau, j'ai observé l'intégralité de leur mise en scène de bas étage. Brenda s'était délibérément barbouillé le visage de terre pour paraître pathétique. Elle était assise sur le sol de marbre brillant, frappant le sol de ses mains tout en gémissant, « Regardez, s'il vous plaît. Ma belle-fille a volé notre fortune et a jeté son mari et sa belle-mère à la rue. Nous avons pris soin d'elle quand elle était malade. Maintenant qu'elle est en bonne santé, elle nous abandonne à la fin. » Garrett se tenait à ses côtés avec un air triste, s'efforçant d'expliquer aux personnes autour de lui, « Ma femme a une liaison. Ils ont conspiré pour me piéger et s'emparer de l'entreprise que j'ai bâtie de mes propres mains. Je veux juste qu'on se rencontre et qu'on discute paisiblement, mais elle a fait d'intervenir la sécurité pour nous jeter dehors. » La foule s'agrandissait. Des murmures se faisaient entendre et les agents de sécurité de l'immeuble ont dû former un cordon pour les empêcher d'entrer plus en avant. Certaines personnes commençaient même à filmer avec leur téléphone. Je suis restée calmement assise dans mon fauteuil de directrice, buvant une gorgée de café chaud. Je n'étais pas en colère et je n'avais aucune intention de descendre pour me disputer avec eux. Les gens sans vergogne font n'importe quoi lorsqu'ils sont acculés. J'ai expressément ordonné à mon assistante de dire à la sécurité de l'immeuble de patienter et de les laisser poursuivre leur spectacle encore un peu, s'assurant que suffisamment de personnes enregistrent leur acte pathétique avant de les expulser officiellement. Pendant qu'ils s'affairaient dans le hall, l'équipe média de l'entreprise de ma famille agissait en silence. Un article détaillé, accompagné de preuves solides, fut mis en ligne sur plusieurs plateformes majeures de réseaux sociaux. Il ne contenait pas de mots durs,
mais une série de séquences vidéo de télésurveillance. La première vidéo montrait Garrett jetant froidement tous mes médicaments à la poubelle, coupant l'électricité et l'eau avant de partir. La deuxième était une compilation de leurs photos et vidéos de fêtes en Europe, tirées de leurs propres comptes de réseaux sociaux, accompagnées des copies de factures de cartes de crédit s'élevant à plus de 500 000 $ pendant que je me battais pour ma vie. Et la dernière était une vidéo de contraste les montrant en train de se rouler par terre et de pleurer dans le hall de l'entreprise. En quelques heures seulement, la publication est devenue virale. Une vague d'indignation publique a éclaté, accompagnée de centaines de milliers de partages et de commentaires condamnant fermement les actions cruelles de la famille de Garrett. Les internautes étaient horrifiés par l'intention malveillante d'un mari voulant tuer sa femme pour sa fortune. Des commentaires acerbes ont plu sur eux. Quelqu'un a écrit « Ce mari est plus cruel qu'un animal. Il mérite la punition la plus sévère. » Un autre a commenté « Vivre au crochet de sa femme, conspirer pour la tuer, et maintenant jouer les victimes après avoir été expulsé, quelle famille immorale. » La puissance des réseaux sociaux était incroyable. Leurs informations personnelles et leur adresse ont rapidement été trouvées et diffusées par les internautes. Les masques de victimes qu'ils portaient dans le hall de l'immeuble ont été déchirés. Les autorités sont arrivées, ont dispersé la foule et ont demandé à la famille de Garrett de quitter les lieux. Ils sont partis d'un pas lourd, suivis par les jurons et les regards méprisants des gens aux alentours. Le ciel n'est jamais aveugle. Peu importe le soin apporté à masquer un crime, il finit par être exposé et jugé par la société. La tempête sur les réseaux sociaux s'est rapidement propagée dans le monde réel, transformant la vie de la famille de Garrett en une suite de tragédies. Après la révélation de la vérité, toutes les portes de l'espoir se sont refermées devant eux. Ils ont enfin ressenti ce que c'était que d'être ostracisés par l'ensemble de la communauté. Garrett, le cerveau derrière tout cela, est devenu un ennemi public. À court d'argent, il a tenté de trouver des emplois subalternes. Cependant, son visage était affiché partout. Lorsqu'il s'est présenté à un entretien, le responsable des ressources humaines l'a immédiatement reconnu et l'a expulsé rudement. « Notre entreprise n'embauche pas de personnes aux mœurs dépravées comme vous. Veuillez partir. Ne salissez pas nos bureaux. » Il a été inscrit sur la liste noire de tout le marché du travail. Le sort de Tiffany ne fut pas meilleur. La vidéo de son mélodrame est devenue virale parmi les étudiants de son université. Lorsqu'elle entrait sur le campus, tous les regards se tournaient vers elle avec dégoût. Les amis qui admiraient autrefois sa richesse l'évitaient désormais. Le coup de grâce est survenu lorsqu'elle a été officiellement radiée de tous ses cours en raison de frais de scolarité impayés, et le corps étudiant l'a complètement rejetée. Son avenir universitaire était ruiné. Pendant ce temps, Brenda a vécu sa pire journée à l'épicerie locale. Alors qu'elle s'apprêtait à payer ses courses, la caissière l'a reconnue grâce à la vidéo virale. Le gérant est immédiatement intervenu, lui refusant le service et lui demandant de partir, en criant « Sortez ! Nous ne servons pas les gens comme vous. Tout le monde sait ce que vous et votre fils avez fait à votre belle-fille. » D'autres clients se sont joints à lui, l'humiliant bruyamment jusqu'à ce qu'elle s'enfuit paniquée. Le paroxysme de leur souffrance s'est produit lorsqu'ils sont retournés au motel. Le gérant du motel, un homme bourru, les attendait à la porte avec leurs affaires déjà emballées. Il a croisé les bras et a dit « Vous déménagez maintenant. » Des journalistes et des gens en colère sont venus ici toute la matinée, dérangeant les autres clients. J'ai déjà appelé la police pour vous faire expulser pour violation de propriété. Prenez vos affaires et quittez ma propriété avant qu'il n'arrive. La nuit est tombée et le froid de New York était glacial. Tous les trois se sont retrouvés à la rue, sans argent, sans destination, fatigués, affamés et frigorifiés. Finalement, ils ont traîné leurs valises usées vers un espace situé sous un viaduc d'autoroute, se blottissant dans un coin pour s'abriter du vent. Brenda frissonnait, serrant Tiffany contre elle. Garrett était assis, hébété, le regard vide. Dans ce froid piquant, ils ont enfin ressenti les conséquences de leur propre cruauté. Les vêtements de luxe ne pouvaient plus les réchauffer. Les sacs coûteux gisaient là, sans valeur. Ils m'avaient autrefois laissé dans l'obscurité, m'abandonnant à la mort. Maintenant, le karma leur faisait ressentir le même désespoir, démultiplié. Aujourd'hui était le jour de l'audience de divorce et de partage des biens entre moi et Garrett devant le tribunal d'État. Je suis entré dans la salle d'audience vêtu d'un élégant costume noir, les cheveux soigneusement attachés en chignon. Mon attitude était calme et confiante. Derrière moi se tenait la meilleure équipe juridique,
dirigé par Monsieur Davenport. En revanche, Garrett avait l'air tout à fait pathétique. Il était squelettique et hagard, avec des cernes profonds sous les yeux. Ses vêtements étaient froissés et saliés de poussière. Brenda et Tiffany, qui l'accompagnaient, ne pouvaient que baisser la tête. L'audience a commencé. Mon avocat, Monsieur Davenport, a exposé avec aisance toutes les preuves. Il a expliqué l'origine de tous les biens, du Pantouse comme de l'entreprise. Tous les documents, rapports bancaires et actes de propriété prouvaient que ces biens étaient ma propriété personnelle acquise avant le mariage ou avec l'aide de ma famille. Garrett n'y avait apporté aucune contribution financière. Le moment le plus tendu fut celui où le juge a diffusé la séquence de télésurveillance montrant Garrett jetant mes médicaments, coupant l'électricité et fermant la vanne d'eau. Toute la salle d'audience a grondé de colère. Mon avocat a ensuite demandé l'attribution de 100% des biens matrimoniaux et une réparation financière intégrale en raison d'une faute conjugale flagrante et d'une dilapidation de fonds. Garrett a tenté de se défendre d'une voix faible, « Votre honneur, c'était un accident. Les médicaments sont tombés. Je vous supplie de me laisser une petite partie des biens pour commencer une nouvelle vie. Je n'ai plus rien. » Le juge président a frappé de son marteau, « Monsieur le défendeur, ne vous dérobez pas. La séquence de télésurveillance prouve votre intention. La loi protège les droits, pas la cupidité et les actes immoraux. Les difficultés que vous éprouvez actuellement sont le résultat de vos propres actions. » Après délibération, le collège de juges a prononcé le verdict. Notre divorce était prononcé. Tous les biens, le Pantouse comme l'entreprise, étaient déclarés comme étant ma propriété exclusive. La demande de Garrett a été rejetée. De plus, le tribunal a ordonné à Garrett de rembourser chaque centime dépensé lors du voyage en Europe, et le juge a noté que toutes les preuves avaient été transmises au procureur de district en vue de poursuites pénales pour tentative de meurtre. Le marteau du juge est de nouveau tombé, fermant ce chapitre sombre de ma vie. Justice avait été rendue. Garrett s'est effondré sur le sol, sous le choc. Brenda et Tiffany ont pleuré hystériquement. Ce verdict non seulement brisait leurs rêves, mais les chargeait d'une dette colossale qu'il était impossible pour une personne sans emploi comme Garrett de rembourser. C'était le prix qu'ils devaient payer pour leur cupidité sans limite. Le ciel au-dessus de New York était dégagé aujourd'hui. Je suis sorti du tribunal, prenant une profonde inspiration d'air frais. Le lourd fardeau qui pesait sur mes épaules depuis si longtemps était enfin levé. Je me sentais légère, en paix et libre. Il n'y avait plus de haine, seulement la liberté pure de quelqu'un qui venait de renaître. Marcus m'avait déjà ouvert la portière de la voiture de luxe. Alors que je m'apprêtais à y monter, 3 silhouettes déguenillées ont accouru et m'ont barré la route. C'étaient Garrett, Brenda et Tiffany. Ils avaient l'air si pathétiques. Sans plus aucun reste de dignité, ils se sont tous agenouillés sur l'asphalte froid. Brenda est tombée à genoux et a supplié, les larmes coulant sur son visage, « Alara, s'il te plaît, je reconnais que mes péchés sont immenses. Vivre sous le viaduc m'a ouvert les yeux. J'ai eu tort. La cupidité m'a aveuglé. Pardonne-moi. » Tiffany a serré mes jambes en pleurant, « Alara, pardonne-moi. J'ai été stupide et je me suis jointe à eux pour te faire du mal. J'ai été renvoyée de tous mes cours. Mes amis m'ont abandonné. S'il te plaît, donne-moi une chance de changer. » Garrett a pleuré devant moi, des larmes d'homme adulte coulant sur son visage, « Alara, je réalise que mon erreur est colossale. Je ne te demande pas de revenir. Je n'en suis pas digne. J'accepterai cette punition. Je te supplie seulement de donner un peu d'argent à ma mère et à ma sœur pour qu'elles puissent s'acheter un billet de bus afin de quitter New York et de recommencer ailleurs. Je promets que je travaillerai dur pour rembourser ma dette. S'il te plaît, ne nous laisse pas mourir de faim dans la rue. » Je suis restée debout, silencieuse, à les regarder. Au seuil de la vie et de la mort, les humains comprenaient enfin ce qui a réellement de la valeur. Leurs larmes de regret aujourd'hui semblaient sincères. Un éveil moral après avoir connu des souffrances extrêmes. Cette leçon, bien que tardive, était la plus précieuse pour eux. Cependant, comprendre ne signifie pas cautionner. Pardonner servait à libérer le fardeau dans mon cœur, non à revenir en arrière pour sauver ceux qui m'avaient autrefois blessé. Je ne les haïssais plus, mais je ne leur offrirais plus aucune aide. L'argent et l'assistance avaient été échangés contre cette coûteuse leçon de vie. Je les ai regardés une dernière fois. Ma voix était douce, mais ferme, « J'accepte vos excuses.
Entre nous, tous les comptes sont réglés. Il n'y a plus de dette. La route devant vous est votre propre choix. Vivez-la et assumez votre propre sort. Ne reparaissez plus jamais devant moi. Après cela, je suis monté résolument dans la voiture. La portière s'est refermée, séparant mon monde paisible de leur souffrance. J'ai tiré le rideau de la vitre, sans regarder en arrière. J'ai dit au chauffeur d'un ton léger et enjoué, « Allons-y maintenant. Rentrons à la maison. Papa et maman nous attendent pour le déjeuner. » La voiture a glissé en douceur sur la route lumineuse. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu 2 voitures de patrouille du NIP se précipiter vers le tribunal, sirènes hurlantes. Des policiers en sont sortis et ont immédiatement passé les menottes à Garrett en raison des poursuites pénales en suspens contre lui. Derrière moi, ces 3 personnes faisaient désormais face aux ultimes conséquences de leurs actes, pleurant dans un profond regret. Tandis que devant moi s'étendait un ciel immense, l'étreinte chaleureuse de mes parents et une nouvelle vie lumineuse et paisible qui m'attendait. L'histoire de cupidité et de trahison avait pris fin, remplacée par une véritable justice et une paix de l'esprit inestimable.